déterminés à poursuivre ce mouvement. Merci beaucoup Samy. Avec Caroline Bertolino derrière la caméra. J'accueille sur le plateau Patrick Bénézit, vice-président de la FNSEA. Bienvenue à vous sur ce plateau. Vous êtes éleveur de bovins dans le Cantal. Et on est également avec Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, association de consommateurs. Je vais commencer par vous Patrick Bénézit. Vous avez entendu les mots de Christine au micro de Samy Sfaxi, alors qui a dit tout un tas de choses, mais elle dit notamment qu'elle n'a pas hésité une seule seconde, que la France est paysanne. Et quand elle a vu qu'il y avait ce rassemblement à côté de chez elle, elle a pris sa voiture, elle y est allée. Ça, c'est quelque chose que vous remarquez, le soutien de la population française? Oui, depuis 2024 d'ailleurs, quand il y avait eu les premiers blocages, nous avions eu ce soutien de la population française. Très franchement, on sent que la population française est derrière ces agriculteurs et on le voit aussi dans l'expression des parlementaires, notamment français, vis-à-vis notamment du Mercosur, puisqu'à chaque fois qu'il y a une résolution, eh bien, il manque aucune voix, que ce soit au Sénat, que ce soit au Parlement, de gauche à droite, c'est l'unité totale. Ça fait du bien de voir ça de temps en temps dans ce pays. Nicolas Chaban, même chose du côté des consommateurs. Les consommateurs qui sont les Français, donc ça se rejoint, mais il y a un soutien, il y a un attachement à nos agriculteurs. Il est très profond, il suffit de se poser la question à soi. Hein. Quand on est face à des producteurs, des gens qui bossent énormément dans le lait, c'est 7 jours sur 7. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est que la vie d'un producteur du lundi au dimanche, 2 traites par jour. On ne peut pas imaginer que ce soit la famille des gens qui nourrit les autres, qui se retrouvent dans ces difficultés, sans savoir de quoi va être fait l'avenir, avec des Mercosur, de la concurrence déloyale. Donc oui, vous avez raison. Il y a une donnée qui va grandir au fil des jours. On me le dit quand je viens dans ces moments-là. Dit bien à quel point on est derrière les producteurs. Tous les sondages le montrent. Quand ils bloquent les routes, il y a 90% des Français qui sont encore d'accord. On est 78%, un sondage YouGov récent. Si on est sûr que les centimes arrivent aux producteurs, on est prêt à rajouter quelques centimes. Donc cette prise de conscience-là, elle va finalement créer un allié que sans doute le ministère a un peu sous-estimé. Les consommateurs sont aussi des citoyens, donc il va y avoir quelque chose qui va se passer là dans les prochains jours. Alors, elle était un petit peu sévère, Christine. Elle dit, Annie Genevard, elle a fait que s'agiter. En gros, la ministre de l'Agriculture, elle n'a rien proposé du tout. Elle a proposé d'élargir la vaccination à 750 000 bovins supplémentaires. Et elle annonce aujourd'hui la création d'un dialogue entre les scientifiques et les éleveurs, puisqu'on voit qu'il y a une défiance qui s'est installée. Les vétérinaires qui, eux, défendent un abattage total. Seule solution selon eux pour éradiquer la maladie. Sébastien Lecornu, et ça c'est la nouveauté aujourd'hui, a décidé aussi de reprendre le dossier en main aujourd'hui et il annonce, Bruno, une vaccination importante. C'est une urgence, dit-il. Oui, il y a une offensive de l'exécutif. De toute façon, déjà depuis la fin de semaine, ils ont bien compris que ça allait aller crescendo. Donc Sébastien Lecornu, il connaît quand même assez bien ce genre de situation. Il a bien vu que ça faisait partie des dossiers difficiles qui allaient suivre d'ailleurs le vote ou non du budget en début de week-end prochain ou début de semaine prochaine. Mais parce que jusque-là, il était resté plutôt en retrait. Oui, et là, il a senti qu'Annie Genevard, ça ne prenait pas trop chez les agriculteurs. Donc il est rentré dans... il a laissé sa ministre, ils ont aussi pris le temps de voir exactement comment les choses pouvaient évoluer au-delà de la région Occitanie, parce qu'on voit bien que le point de blocage là, au départ, il est vraiment sur l'Occitanie, puisqu'ils sont allés sur place, ils se sont rendus compte aussi que lorsqu'ils évoquaient les précédents du Doubs et de Savoie, Haute-Savoie, ça déclenchait de la colère chez l'Occitanie. Il faut voir qu'il y a des choses aussi assez irrationnelles dans cette crise protéiforme, et puis surtout, le Premier ministre, il anticipe ce qui peut se passer sur le Mercosur. C'est-à-dire que lui, il sait bien que j'allais dire entre guillemets, le dossier qui fera déraper tout ça, c'est le dossier du Mercosur, si les choses avancent dans un mauvais sens. Ce traité avec 4 pays sud-américains, ça on en reparlera dans un second temps. Mais c'est ce dossier-là qui fait que Sébastien Lecornu, il anticipe, j'allais dire, non pas la vraie crise, parce qu'il y a déjà une crise, mais une crise de plus grande ampleur que serait celle du Mercosur, et qui là ferait tache d'huile sur tout le territoire. Alors, Patrick Bénézit, vous êtes membre de la FNSEA. Vous n'avez pas tous, et il faut le rappeler, pas tous le même avis sur cette crise. Vous, à la FNSEA, vous préconisez de suivre le consensus scientifique, et donc vous êtes plutôt de l'avis, et dites-moi si je me trompe, du gouvernement et des scientifiques. Donc, c'est de dire abattage systématique lorsqu'un cas est détecté, vaccination
vaccination dans un périmètre de 50 km autour du cas, et puis impossibilité de se déplacer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet infléchissement du gouvernement qui dit maintenant on va non pas généraliser totalement la vaccination, mais on l'élargit à 750 000 bovins supplémentaires? Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Mais déjà, il faut que le gouvernement mette à disposition des éleveurs de ce large territoire, puisque ce qui a été fait, c'est prendre des grands départements quand même, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, et de décider de faire des vaccins sur cette zone-là. Donc déjà, la première chose, c'est que le gouvernement doit mettre à disposition rapidement, et pas que dans l'Ariège, sur l'ensemble de ces territoires, les vaccins. Vous avez vu qu'ils vont même dépêcher des vétérinaires militaires pour pouvoir vacciner. Il y a quand même un point, parce qu'il y a quand même un point qui n'est pas clair ce soir, parce qu'on a besoin d'avoir des vaccins pour l'ensemble de cette zone, et ça, je n'ai pas encore perçu si c'était le cas ou pas, en tout cas dans l'immédiat, et ce que veulent les éleveurs en plus, c'est d'avoir des vaccins au cas où il y ait où la maladie évolue. C'est-à-dire que l'intérêt de vacciner cette zone, c'est de protéger les éleveurs de cette zone, les éleveurs, leurs voisins, les vaches, et de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de cas pour ne pas abattre toutes ces bêtes, et ensuite également de protéger le reste du territoire. Et donc, nous, on ne sait pas aujourd'hui, et on a besoin d'être rassurés sur le fait qu'il y a suffisamment de commandes de vaccins. À notre avis, il en faut plusieurs millions pour prévoir, anticiper, si jamais les choses venaient à évoluer. Et ça, on n'a pas la réponse ce soir. On a besoin de doses, dit-il, on a besoin de lever un certain nombre de freins logistiques. Il y a urgence. On va les retrouver. Célia Vallet, vous êtes sur l'A64 à Carbone. Point de blocage depuis plusieurs jours. Comment réagissent-ils les agriculteurs autour de vous à ces annonces de Matignon ce soir? Ils ne sont pas vraiment satisfaits, les agriculteurs ici, et justement avec Margot Sève, on a rencontré deux jeunes apprentis. Laura, vous êtes apprentie dans un élevage de vaches laitières. Comment vous réagissez aux annonces de la ministre, particulièrement sur l'abattage complet ce soir? Alors la ministre, c'est un véritable génocide qu'elle est en train de faire. Abattre toutes les populations de vaches agricoles en France, c'est du grand n'importe quoi. À l'époque, en 85, on les mettait juste en quarantaine, et là pourquoi on vient de tout nous les abattre? C'est des vies entières d'agriculteurs, sur des générations et générations qu'on est en train de détruire. Et ça, juste pour son propre plaisir. Vous êtes étudiante encore, vous êtes apprentie. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'école aujourd'hui là-dessus? Alors ils nous incitent à venir manifester, à se battre pour notre métier, on nourrit toute la terre entière, et eux ils viennent tout nous abattre. Clélia, vous avez changé d'orientation, vous vouliez faire agricultrice, vous aviez changé d'orientation, pourquoi? Expliquez-nous. Parce qu'au moment où je faisais mes études pour être agricultrice, c'est là où tout a commencé. Les suicides, si on comptait tous les suicides par jour, je pense qu'il faudrait peut-être se renseigner sur les suicides qu'il y a eu, les manifestations, 2 ans qu'on demande des vaccins, plein de choses finalement, qui n'ont jamais été abouties ou même acceptées. Donc si c'est pour avoir un métier dans 10 ans qui s'efface complètement de la France pour favoriser la mondialisation, je pense que non, et je pense que la moitié des agriculteurs ne s'en sortent pas. Vous avez changé d'orientation professionnelle à cause de ça? Oui, totalement. Je ne souhaite pas, en fait, dans 10 ans, me retrouver sans métier, qu'on m'abatte toutes mes vaches, exactement, en fait, comme a dit ma collègue, qu'on abatte toutes mes vaches, qu'on enlève mon métier, que ma passion, tout. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et ces jeunes filles, demain, aux côtés de leurs camarades d'école, elles vont manifester, elles vont bloquer le centre de formation près d'ici. Merci beaucoup Célia. Avec Margot Sève, petite correction quand même, on ne peut pas parler de génocide, on parle de l'abattage d'un troupeau, mais ce qu'elle dit est quand même intéressant, Yves Tréhard, sur la situation des agriculteurs. Lorsqu'on abat un troupeau entier, c'est tout le travail d'une vie qui s'arrête. Arrêtons-nous quand même sur les indemnités en cas d'abattage, et corrigez-moi si je me trompe, c'est 1 500 à 2 500 € par vache abattue, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est la valeur des bêtes est estimée. Comme pas mal de maladies d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que cette maladie qui aboutit malheureusement à des abattages, et c'est très dur. C'est comme vous l'avez dit, des vies qui basculent. Je suis éleveur, je me retrouverai dans cette situation, je serai vraiment en difficulté. Mais malgré tout, on est
on peut être confronté à ça. Vous prenez la tuberculose, on a abattu 5000 bêtes depuis le début de l'année. C'est des trucs très durs, hein, très très durs. Et pardon, je m'arrête sur l'indemnité, donc c'est combien alors? L'indemnité par contre, c'est une estimation. Et là, les valeurs qui circulent sont des montants forfaitaires d'avance d'aide. Et là aussi, on n'a pas eu la réponse ce soir de Madame la Ministre. C'est-à-dire que les agriculteurs, notamment en Savoie, qui ont été touchés, les éleveurs qui ont été touchés, ont reçu ces avances qui sont selon les catégories, 1500, 2000, etc. Mais la valeur de l'animal a été estimée, si vous voulez, et c'est des valeurs plus élevées, souvent 3000, 3500 €. Ça dépend de l'animal, ça dépend de sa génétique. Les expertises sont faites par des gens, des experts de la race, c'est des expertises en fait. Et les soldes qui doivent arriver auprès des éleveurs traînent, et on a quand même des gens en Savoie notamment qui sont en train de repeupler, qui n'ont pas touché le solde, et ça fait quand même des montants assez énormes, et là il n'y a pas eu de réponse. Nicolas Chaban, vous dénonciez hier un manque d'écoute, je vous entendais, de la part du gouvernement. Là les choses évoluent quand même. Alors, quand ça évolue d'un demi%, ça évolue un peu, on va dire, mais on le voit avec les plus jeunes, enfin je parle sous le contrôle des producteurs. Vous imaginez que des plus jeunes aujourd'hui, qui se destinent à être producteurs, ont une sensation angoissante, la jeune fille le disait en disant « Mon Dieu, mais on n'a pas envie, nous, de demain créer des troupeaux et les voir en totalité abattus ». C'est-à-dire que la confiance dans ce ministère, quand on est éleveur, avec ce niveau d'écoute, évidemment on ne va pas refaire de discours caricaturaux, mais la bureaucratie, cette espèce, moi je les connais bien, les conseillers, ils sont plutôt sympas dans la vie, mais il y a une espèce de distance, il y a une espèce de dimension un peu hors sol. Aujourd'hui, les éleveurs, vous faites partie du premier syndicat, n'ont pas du tout l'impression qu'ils vont être entendus, qu'ils vont pouvoir discuter, qu'ils vont pouvoir amener leurs éléments. Et donc, ils seront reçus vendredi à Matignon. Mais comme ils l'ont été depuis des années. Ils sont toujours reçus. On reproduit, si vous regardez les séquences, on a toujours une part de promesse, un espoir, une part de promesse, un espoir. Là, on arrive à un moment où plus personne côté producteur ne croit dans ces promesses. Et finalement, le Mercosur, ce qui se passe actuellement avec la DNC, les taxes compliquées, la dermatose nodulaire contagieuse. Et vous vous rendez compte qu'on a cité 3 choses, on peut en citer 4 ou 5, et on n'a pas encore parlé de la rémunération des producteurs, qui est insuffisante. Quand vous êtes un producteur, vous bossez 7 jours sur 7, vous ne vous en sortez pas et vous avez cette somme de problèmes, plus des normes, et pas d'écoute de votre ministère, qui d'ailleurs perd 800 millions dans le projet de loi de budget. Pour la première fois, il passe sous les 4 milliards, le budget du ministère. Ils perdent tous ces ministères. Voilà, mais on était à 7,6 milliards il y a juste 2 ans. On va être à moins de 4 milliards pour financer l'agriculture et les producteurs qui nourrissent la totalité de la population en France. Avec des aides de la PAC qui risquent également de baisser de l'ordre de 20%. Non, mais je pense que dans ce dossier, la difficulté en fait, qui se pose, c'est que, bon, c'est vrai que la ministre a mis du temps à prendre la mesure sans doute de la crise. Deuxièmement, c'est vrai que les syndicats se sont divisés. Et il faut reconnaître que la FNSEA, qui a pris position pour l'abattage systématique, s'est retrouvée un peu seule à défendre un peu cette situation, ce qui fait qu'il y a eu de la tension entre les syndicats. Alors ça s'est plutôt pas trop mal passé sur les régions alpines et dans le ça c'est bien plutôt, ça s'est même très bien passé. Et ça s'est très mal passé en Occitanie. Et résultat des courses, aujourd'hui, maintenant le gouvernement essaie de récupérer un peu le... Moi, je suis pas... Et il y a le Mercosur qui se greffe là-dessus. Je suis pas tellement d'accord pour dire que le gouvernement non. À chaque fois qu'il y a une crise agricole, ça se passe toujours dans la violence, il faut le dire. Le début. Ça se passe toujours comme ça. Toujours. On peut pas, c'est pas violent. Mais même, on nous parle de Chirac, c'était pareil. Attends, moi j'ai des souvenirs qui sont très précis. La crise du lait, il y a quelques années, elle était extrêmement violente. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une bureaucratie qui est terrible. Il y a 35 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, alors qu'aujourd'hui, vous n'avez plus que 400 000 exploitations en France. Alors qu'il y a 20 ans, ou pas 20 ans, mais il y a 60 ans, il y en avait 4 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Europe a été généreuse pour l'agriculture au début, très généreuse. Edgar Pisani, c'était un roi. Je me souviens de ce personnage qui était ministre de l'Agriculture du général de Gaulle. À l'époque, 70% du budget de l'Union européenne allait à l'agriculture. Simplement, maintenant, il y a eu un changement complet parce qu'il y a eu la mondialisation. Et la mondialisation a changé la donne. Et puis là, on ne va pas se mentir sur le sujet, c'est que le gouvernement
il est coincé. Il est coincé parce que scientifiquement, je n'y connais rien, mais je pense que l'abattage me semble quand même la solution. Les vétérinaires disent que c'est la seule solution pour l'instant. Hein, et deuxièmement, le Mercosur, on va voir comment ça évolue. Mais je ne pense pas que la France soit en très bonne posture. Les différents pays de l'Union européenne doivent trancher. Ce jeudi, il y a déjà de grosses manifestations prévues. 10 000 personnes attendues à Bruxelles. Nicolas Chaban, je vais vous libérer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vais vous garder en revanche. Patrick Bénézil, vice-président de la FNSEA. Alexis Corbière va nous rejoindre et on se quitte sur ces images. On marque une très courte pause. Hein, vous ne bougez pas. Les images de Poitiers et des Yvelines où la mobilisation se poursuit pour le 7e jour consécutif. On en parle dans un instant à 22h50. Jean-François Copé, lui, nous rejoindra. A tout de suite.